pas si on m'entend bien aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a, mon micro il déconne un peu peut-être. Je vais augmenter un peu le son, peut-être sera mieux. Non, pourquoi ça marche pas? Si ça marche. Voilà. Hop. Et j'attends que les autres arrivent. Les autres que tout le monde arrive. Et puis on va pouvoir commencer et continuer la lecture d'Euphorie. Pouvoir commencer, continuer. On est donc au chapitre, encore une fois, sur un peu sur le racisme, mais vraiment fort. On finit la partie sur l'islam. Et donc, page 132. Et donc, je le redis, c'est la version évidemment que je lis, mais je l'ai aussi en papier. Donc, je ne te vole pas, Félicien. De toute façon, même si on fait la lecture, il vaut mieux lire le livre soi-même, prendre des notes et tout, mais en tout cas, comment ça s'appelle la lecture de ce livre est particulièrement instructive. Je me rends compte en le lisant à voix haute. D'ailleurs, ok, j'attends encore 1 ou 2 minutes que les gens arrivent, et après je vais démarrer. Hmm. Aujourd'hui c'est calme, c'est les vacances. Ok, donc là, la question elle était de la façon de voir l'islam et, et plein de choses sur à quel point c'est une manière en fait simple d'être très raciste et très raciste de manière assez pratique. Ah mais tu es là. Salut cher viewer. Pour l'instant il n'y a que toi, mais bon, il y en aura d'autres. Ils vont peut-être arriver. Après c'est les vacances, puis comme j'ai streamé qu'une fois la semaine dernière, là, jeudi j'étais en AG, donc j'ai pas, j'ai pas pu faire mon stream sur le Chris Harman. Du coup, on a que un stream la dernière fois, et j'étais pas dispo non plus pour faire le truc jeu vidéo Resident Evil 2. J'essaie d'en faire un ce week-end aussi de Resident Evil. Ok, bon bah allez, je commence. Donc on est à la moitié du livre, un peu plus de la moitié du livre maintenant. On finit le chapitre sur l'islam. Il reste quelques paragraphes et on change après de chapitre. Donc là-dessus, je m'étais arrêté la dernière fois avant la fin du chapitre. Donc on en était à Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, je crois, c'est l'ancien CRS à la retraite. Alors, dans son environnement quotidien, Jean-Pierre déploie également une surveillance raciale très précise, sinon obsessive. Il se dit par exemple capable de repérer où se situent aux environs de sa maison les salles de prière parfois cachées à l'arrière de certains magasins. Alors je redis concernant les citations faites par les personnes, hein, il y a un trigger warning. La plupart des citations verbatim sont évidemment extrêmement racistes et sans filtre, hein, de la part de ces personnes. Ok. À l'arrière de certains magasins, donc il y a des salles de prière à l'arrière des magasins. Il s'inquiète aussi de la présence de personnes musulmanes qui patrouillent, le terme est significatif, autour de son domicile. Donc Jean-Pierre, maintenant, envoie des types en djellaba qui patrouillent là devant, avec une cohorte de petits musulmans qui passent devant et tout. On ne sait pas d'où ils sortent, ils sont sûrement construits derrière. On voit aussi le vocabulaire utilisé, évidemment. Comme d'autres électeurs évoqués dans le chapitre précédent, il se dit soucieux de l'évolution de son environnement résidentiel. Donc ça, c'est une référence au chapitre d'avant, où en fait, un des grandes peurs des personnes interrogées qui votent RN, c'est celle qui est trop de personnes non blanches à proximité. Pour deux raisons, en fait, ils se sentent plus chez eux, et donc c'est un cadre qu'ils veulent éviter.
ils et elles veulent éviter, mais aussi parce que ça a un impact, puisque comme c'est à éviter, ça diminue le prix de la maison. Donc il y a aussi un ressort économique direct qui est qu'un un quartier où il y a trop de noms blancs devient un quartier qui perd de l'argent. Et donc l'investissement qu'on a fait dans sa maison là-dessus diminue de valeur à partir du moment où les noms blancs arrivent. Dans un système en fait de cercle vicieux, le racisme entretenant évidemment le sentiment et la perte de valeur qui vient rejustifier le racisme. Donc en fait on a beaucoup de ce genre de cycle d'auto-justification, de prophétie autoréalisatrice que le racisme crée en s'auto-entretenant. Donc là carrément ça patrouille avec des petits musulmans, une cohorte même. Comme d'autres électeurs, donc, il est soucieux de l'évolution de son environnement résidentiel en raison notamment du rachat de maisons de son lotissement par des ménages qu'il identifie comme musulmans. Donc c'est exactement ce que je viens de dire. Là encore, le soupçon s'active. Jean-Pierre se pose la question du financement. Voilà, comment ils ont tout cet argent. Donc ça, c'est aussi un classique qu'on voit. On identifie tellement les musulmans et les arabes à des pauvres que quand ils ont de l'argent, c'est que forcément c'est quelque chose d'illégal. Il se dit persuadé que ces rachats ne sont possibles que grâce à l'argent des frères musulmans. Ah ouais, carrément, j'avais pas pensé, je pensais qu'il pensait au trafic de drogue. Ah non, il a une autre version du complot qui est donnée pour occuper le terrain. Ça a été démontré dans d'autres villes, ici pas encore parce que personne ne veut en parler. Mais je suis sûr que c'est ça, pardon. J'ai vérifié une fois, mais il faut plusieurs informations pour pouvoir démontrer que c'est la vérité. Et donc la vérité ce serait que les frères musulmans achètent des maisons à des arabes dans le bled paumé là où il habite, dans le sud-est, pour occuper le terrain, je cite. Il se dit cependant rassuré que la maison voisine, détenue par un homme de plus de 80 ans, faisant craindre un décès et donc une vente prochaine, soit estimée à un prix très élevé, limitant le risque de rachat par les personnes entre guillemets étrangères. Pour payer, il faudrait qu'il y ait des grands frères musulmans là, plaisante-t-il. En plus, il est très drôle, Jean-Pierre. Je rencontre ainsi au cours de mon enquête différentes manifestations ordinaires d'un certain style paranoïaque, entre guillemets, pour reprendre la formule de Richard Hofstadter, donc qui n'est pas le mec de Big Bang Theory, qui prête aux musulmans une présence et un pouvoir démesuré, dont la croissance semble à bien des égards irrépressible. Robert, ancien ouvrier à la retraite, me fait part de ses sombres prédictions. Trigger warning, toujours pour les blocs de citation. Je me suis mis dans la tête, et on ne me changera pas mon idée pour moi. Ils sont là, ils sont dans les administrations, ils sont partout. Dans la police, dans l'armée, partout, partout. Ils sont partout, partout. Aux prochaines élections, ce ne sera même pas le Front National qui passera, ce sera un barbu. On a des chances, parce qu'ils sont tellement nombreux maintenant, et ils sont dans toutes les administrations. Donc c'est pour voir l'état mental, en fait, et la perception de ces personnes. Pierrick, donc on a déjà vu aussi Pierrick parler plusieurs fois, officier sapeur-pompier, va encore plus loin en interprétant le port du foulard comme un signe politique et quasi guerrier, instrument d'une conquête du pouvoir. Avec des populations d'immigrés, l'objectif, c'est que l'islamisme veut s'imposer partout en Europe, par tous les moyens. C'est une guerre de religion larvée, clairement. Donc on impose petit à petit. Le voile, c'est quoi le voile ? C'est simplement l'objectif. Ralliement de personnes entre eux déstabilisées. Ouais, c'est même pas très cohérent ce qu'il dit. De toute façon, on y arrive à la guerre civile. Je te dis, c'est un gars des renseignements généraux que je connais qui me disait ça. Voilà, si aucun des électeurs interrogés ne mobilise de théorie du complot pleinement élaborée, on retrouve chez beaucoup des esquisses de ce que l'historien Reza Zia Ebrahimi nomme une racialisation conspiratoire, c'est-à-dire un raisonnement assimilant de façon systématique la présence minimale au projet plus ou moins caché d'islamiser la France. L'historien fait de cette forme de racialisation l'une des matrices communes du racisme anti-musulman et de l'antisémitisme. Ça paraît clair qu'il y a des liens entre les deux. Comme l'antisémitisme, en effet, beaucoup de discours islamophobes recueillis sur mon terrain essentialisent les musulmans tout en leur octroyant une étrange liberté soumise à l'essence dont parlait Sartre. Une liberté dangereuse, une capacité d'agir collective, politique aussi puissante que menaçante. Ok. Alors, pour les électeurs rencontrés durant ma recherche, les manifestations de la religion musulmane, d'autant plus lorsqu'elles sont jugées trop ostensibles, sont interprétées comme proprement anormales au sens où elles s'éloignent d'une norme conçue comme majoritaire. Les réactions de rejet qu'elles suscitent émergent d'autant plus facilement que les personnes interrogées se sentent légitimes dans leurs attentes.
habituées et habilitées à trouver autour d'elles un monde familier, ajusté à leur style de vie majoritaire, de l'alcool vendu dans tous les cafés, des cheveux féminins visibles, des signes cultuels ou culturels restreints à la culture chrétienne, etc. L'islamophobie s'énonce ainsi depuis la norme, depuis un imaginaire national qui continue de construire l'islam, pourtant deuxième religion de France, à peu près 10% des personnes en France d'ailleurs, comme une réalité étrangère devant encore faire accepter son existence au sein de la société française. Donc ça c'est le premier point, on part de la norme et c'est une déviation de la norme. À l'anormalité s'ajoute la menace. La religion musulmane est en effet perçue comme progressivement imposée à la société française, soit de manière visible et dès lors conçue comme agressive, soit de façon plus insidieuse et dissimulée, incitant les électeurs rencontrés à une scrutation inquiète et quotidienne des présences et conduites musulmanes. Donc là aussi on a le classique de si tu te montres, t'es prosélyte et tu es pénible, et si tu te montres pas, tu es caché et fourbe. Voilà pour le. Donc pile tu perds, face tu gagnes pas. C'est un classique. Tout. L'islamophobie s'articule dès lors à l'éternel soupçon, pesant déjà sur l'intégration réelle des immigrés à la société française. Ouais, donc de toute façon, derrière l'islam, il n'y a jamais vraiment. Le racisme vient loin. Dans certains cas, l'allégeance supposée à l'islam semble même accentuer la méfiance à l'encontre de groupes et individus racisés, en mettant encore davantage en doute leur appartenance, si ce n'est leur loyauté au corps national français. À bien des égards, le musulman apparaît comme la figure par excellence du minoritaire, voire dans certaines circonstances de l'ennemi intérieur. Radicalisé en puissance, qu'il s'agit d'identifier pour s'en protéger. En définitive, il est considéré comme un intrus dont la présence sur le territoire français est jugée comme à la fois comme illégitime et inquiétante. Loin de se réduire aux revendications vertueuses de la critique des religions ou de l'égalité des sexes, l'islamophobie apparaît comme un vecteur majeur et légitimant du racisme à l'égard des minorités ethno-raciales en France. Donc ça c'est clair qu'en fait les arguments évidemment féministes, les arguments aussi laïcards ne sont en fait que des paravents pour en fait du racisme à l'égard donc de minorités ethno-raciales. Même si les électeurs RN expriment ici sous forme peut-être plus radicale, en tout cas plus explicite, leur discours est imprégné de représentations qui étaient largement diffusées au sein de la société française. Donc ça aussi c'est clair et net. Attendez, je check mes messages, excusez-moi. Ok. Les sciences sociales ont documenté comment la fabrique islamophobe s'est déployée dans les espaces médiatiques et culturels, les champs politiques et juridiques, les enceintes étatiques. Ces discours islamophobes ne restent pas dans le ciel des idées, mais viennent nourrir les aversions des électeurs ordinaires et leur apportent justification et légitimité. La construction nationale d'un problème musulman se retrouve ainsi dans l'ordinaire de la vie locale, tel que j'ai pu l'observer durant mon enquête. L'islamophobie devient effective par toute une série de processus informels d'exclusion des espaces publics, professionnels et parfois même privés. Alors que les musulmans sont usuellement accusés d'être repliés sur leur communauté, beaucoup de cas analysés ici suggèrent une problématique inverse, à savoir qu'il est difficile pour les personnes pratiquant l'islam de trouver des lieux où la légitimité de leur présence n'est pas questionnée, où elles ne seront pas confrontées à des remarques, des regards, des attitudes de rejet ou de suspicion, quand il ne s'agit pas de violences verbales ou physiques plus sévères. Donc là aussi c'est un classique, je le disais tout à l'heure, tu accuses les gens d'être communautaires, mais tu les refoules par leur simple existence. Les cadrages médiatiques, les lois étatiques, donc toutes les lois islamophobes, les discours politiques œuvrent à la marginalisation des musulmans de France et sont aussi retraduits, reproduits et réactivés par des acteurs sociaux ordinaires dans le cours de la vie quotidienne, ce qui permet une greffe plus efficace de l'islamophobie sur le corps social. Le racisme anti-musulman apparaît dès lors comme un phénomène circulaire, donc circulaire ça j'ai expliqué tout à l'heure, et œuvrant par en haut comme par en bas, et qui en l'occurrence trouve chez beaucoup d'électeurs RN des relais déterminés. Ok, donc ça finit ce chapitre concernant, donc c'est le chapitre, je ne sais plus lequel, le 3 je crois, je me rappelle plus, c'était ça, le chapitre 3,
Et on peut attaquer le chapitre 4. Donc si on doit résumer, en fait, là, depuis ce qu'on a été dit sur l'euphorie, sur cet électorat, euh, en fait, ce qu'il faut retenir, comme je disais, c'est que comment dire, le racisme et la façon, en fait, dont on se positionne racialement pour les personnes qui votent RN, c'est une existence qui est à la fois donc sociale mais aussi matérielle. Hein. On est au-dessus des personnes non blanches, hein, qu'on voit de toute façon comme à la fois oisives, puis à la fois qui piquent le travail, hein, qui sont plus pauvres. C'est des gens avec qui on veut refuser de se mélanger et donc créer des stratégies d'évitement. Et cette stratégie d'évitement, elle crée en fait aussi une dynamique, notamment en termes de propriété, en termes de niveau d'école, etc. etc. Toute une dynamique qui permet donc de justifier a posteriori le fait qu'on avait commencé l'évitement au départ. Puisqu'un quartier devient moins intéressant en termes de financement, en termes d'investissement, s'il y a trop, on estime qu'il y a beaucoup trop de non-blancs. Une école perd du niveau si on estime qu'il y a trop de non-blancs, etc. etc. Okay. Et donc il y a vraiment cette dynamique-là qui s'auto-justifie. Et un des points clés de ça, qui est une particularité française forte, c'est l'islamophobie. Ok, donc on peut attaquer le chapitre suivant, donc vote blanc, là-dessus. Ok, donc dans les discours publics, les jugements portés sur les électeurs du Rassemblement national oscillent le plus souvent entre la condamnation morale et le misérabilisme. Alors ça aussi, oui, c'est pas mal intéressant de le voir là-dessus. Ces deux facettes-là. Ok, on continue. Dans le premier cas, il s'agit de marquer ses distances avec des électeurs dont les préférences politiques sont sujets moralement répréhensibles. Et ça, en fait, en pratique de moins en moins. Ce qui permet de s'exempter soi-même de toute responsabilité dans la situation qui favorise la montée de l'extrême droite. Ça aussi, c'est pas faux. Ok. Le racisme, c'est que de la faute du RN, c'est pas de la faute à toutes les personnes qui le promeuvent en permanence toute la journée et toute l'année. Dans le second cas, le vote RN est considéré comme un exutoire permettant d'exprimer une souffrance sociale qu'il s'agirait d'écouter et de comprendre. Donc ça, on retrouve y compris ce discours-là dans l'extrême gauche, là-dessus, qui est que le racisme est une conséquence, en fait, d'une colère qui serait légitime, ok, qu'il faudrait écouter. Donc il y a de l'empathie, en fait, pour les lecteurs RN dans ce contexte-là. Cet exercice d'empathie. Salut, ça va? On continue. Oui, moi ça va. Continue la lecture d'Euphorie. Tranquille, pépouze, sur le vote blanc. Ça rentre d'ailleurs dans tous les débats qu'il y a dans toutes les. Là, notamment dans le congrès du NPA, mais pas que. Ça rentre dans les discussions sur qu'est-ce qu'on doit faire des électeurs RN. Et c'est une vraie discussion parce qu'en pratique, il y a beaucoup de gens qui sont restés sur une dynamique qui date, je pense, la fin des années 90, qui était déjà fausse à l'époque, hein, mais qui était dominante, qui est que l'électeur du RN, c'est quelqu'un de gauche qui a été déçu par la gauche et donc qui s'est démoralisé et qui s'est tourné vers le RN parce que c'est un électeur impopulaire et qu'évidemment tous les votants populaires ils votaient à gauche, hein, dans cet imaginaire-là. Et donc du coup qui a une colère légitime qu'il s'agirait en fait de comprendre là-dessus, quoi. En fait, on le voit si on prend l'exemple, mais ne serait-ce que celui de dimanche de l'élection allemande, la percée de l'AfD, donc du parti néo-nazi allemand, s'est fait essentiellement de gens qui ont voté à droite avant. Donc c'est des ouvriers populaires, des fois ouvriers, des fois moins ouvriers, petite classe moyenne, etc. De gens qui votaient déjà à droite. Donc c'est pas la déception de la gauche en fait qui crée ce truc-là. La gauche, quand elle déçoit, elle démobilise les gens antiracistes, elle démobilise les gens dans les syndicats, elle démobilise effectivement toutes les réponses au RN, mais c'est pas les gens de gauche qui vont voter RN, c'est une fraction relativement minoritaire. En tout cas, dans toutes les études qui ont été faites sur ce sujet-là. Et donc, du coup, ça repose la question, parce que ça, c'est encore plein
de militants au sein du NPA. Oui, vieux débat dans l'extrême gauche et du coup on perd son énergie à les organiser sans organiser les racistes eux-mêmes. Exactement. Bon, c'est pas pour rien qu'on est d'accord, hein, Madame Soulier. Oui, c'est exactement ça. Ce débat-là, il a lieu très fortement là-dessus, sur l'électorat. Et qui est-ce qu'on cible? Est-ce qu'on cible un prolétariat très éloigné de nous qui vote RN alors qu'il a jamais voté à gauche et qui en général a des sociabilités qui sont éloignées des syndicats, qui sont éloignées des luttes? Est-ce que c'est ça notre cible principale? Ou est-ce que c'est le contraire, mobiliser la partie du prolétariat racisé et ou blanc qui ne vote pas ou ne vote plus? Et voilà. Bon, on est que tous les deux en fait. Non, il y a une autre personne. On était trois là, maintenant on est deux. Mais c'est pas grave, hein. Encore une fois, ça fait partie du game, hein. Les gens y viennent, les gens y partent. C'est un live, faut juste y faire. Au début, c'est déroutant. Tu penses que tu dis des choses tellement intéressantes que les gens ils vont rester captivés par ta voix pendant des heures. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Donc, il faut juste y faire. L'idée, c'est de maintenir ce truc-là. Et puis moi, ça me fait vraiment du bien de relire ça. À haute voix, ça donne plein d'arguments. Et de toute façon, il y a le replay. Et donc, si les gens ils veulent regarder, ils peuvent. Voilà. Allez, on continue là-dessus, sur ce fameux vote blanc. Je t'écoute, mais je vais me faire à manger, du coup, je vais surtout écouter. Ouais, pas de souci. Commenter, c'est bien, hein, ça augmente l'engagement de la chaîne, mais c'est pas non plus obligatoire. Ok, allez, on y va. Alors, dans le second cas, je disais, le vote RN est considéré comme un exutoire permettant d'exprimer une souffrance sociale qu'il s'agirait d'écouter et de comprendre. Cet exercice d'empathie s'en traduit alors presque systématiquement par une focalisation sur les seules difficultés socio-économiques de ses lecteurs, bien réelles au demeurant, qui laissent dans l'ombre d'autres motivations possibles, moins victimaires du vote RN, et en particulier sa dimension raciste. Voilà, donc là c'est vraiment le cœur du sujet. Comprendre, alors, revient souvent à relativiser cette dernière, voire à la dénier. Voilà, donc là c'est clair que c'est un grand problème de l'extrême gauche. Or, le racisme compte socialement, symboliquement et à terme politiquement. Il ne peut dès lors être compris, c'est-à-dire incompris, comme le simple résidu affectif d'autres causes sociales jugées plus décisives. Ouais, ça aussi, clairement, hein, c'est un peu vu comme niveau marque comme la religion. C'est vraiment le truc que tu mets, ce serait ta vallée, comme l'auréole sur ta vallée de larmes, le racisme, et pas du tout comme une structuration. C'est vraiment très différent là-dessus, quoi. Comme l'écrivait Stuart Hall, si détestable que soit le racisme en tant que fait historique, il s'agit néanmoins aussi d'un système de signification, d'une manière effective d'ordonner le monde. Et ça aussi, il faut avoir en tête ce truc-là. Toutes les personnes, et notamment les personnes blanches, se positionnent dans la hiérarchie raciale. Alors, d'un savoir racisé de la différence qui a le pouvoir d'organiser l'action au quotidien, ainsi que les diverses interactions entre les groupes. Donc là, c'est une autre manière de dire que le racisme est structurel, hein, parce qu'il impose en fait des comportements différents, et ces comportements non seulement viennent de cette structuration du racisme, mais en plus l'entretiennent dans un truc circulaire. Parce que le racisme impose une structure, voilà, on devine ce qui est. Parce que le racisme impose une structure de sens qui lui est propre et possède une efficacité sociale, il ne saurait être écarté de l'analyse sociologique, a fortiori lorsque celle-ci se penche sur les ressorts du vote RN. Et donc ça, c'est très très important, parce que le débat qu'il y a, notamment au sein du marxisme concernant le racisme, reste toujours cet aspect un peu vu de l'extérieur, religieux, qui serait une idée, fausse, d'un monde faux qui est remis à l'envers. On a déjà eu cette citation récente, notamment dans un bulletin de discussion à l'intérieur du parti, pour justifier en fait le racisme, et donc qui ne correspondrait pas à une réalité de l'organisation sociale. Et évidemment, ce n'est pas vrai. C'est très contradictoire de dire ça et de dire qu'il est structurel, par exemple. Il faut le redire ici, la plupart des enquêtes électorales sur le vote d'extrême droite convergent pour souligner l'importance cruciale du racisme dans la production de cette préférence politique, qu'on le mesure soit par autodéclaration, à l'aune du rejet spontané des immigrés étrangers, donc il s'agit presque 50% des gens du vote RN qui admettent qu'ils sont racistes, même si c'est inavouable, et ben maintenant ils l'avouent,
de l'hostilité vis-à-vis des groupes jugés non natifs ou encore des échelles d'ethnocentrisme qui enregistrent l'intensité des préjugés négatifs à l'égard des groupes racialisés. Donc il y a les sources, si jamais vous voulez voir ces enquêtes dans le livre. Ces préjugés bien réels ne percevent pas en situation d'apesanteur sociale. Ok, donc ça veut dire aussi qu'il y a une nécessité économique quand même qui matérialise ce racisme. Donc les gens, quasiment tout le monde est raciste, mais l'électeur RN, il a une particularité, en tout cas pour l'instant, dans ce racisme-là. C'est d'être dans une position intermédiaire. Donc on y va. On me l'a évoqué en introduction. Les sciences sociales qui étudient les rapports sociaux de race ont depuis longtemps insisté sur la dimension structurelle et systémique du racisme, dont l'extrême droite et ses électeurs sont loin, pour le dire moins, d'être les seuls responsables. En tout cas, ils ne sont pas les seuls responsables du racisme, et c'est pas, évidemment, le RN qui structure le racisme en France. Il a sa part de responsabilité, mais c'est pas lui qui le structure. Dans l'analyse des motivations des électeurs RN, une erreur consisterait dès lors à céder à ce que les chercheurs Matthew Desmond et Mustapha Hermi-Bayer nomment la fallace individualiste, je connais même pas ce mot, à savoir la restriction du phénomène raciste à une réalité strictement individuelle, produite comme en tant que telle par une personnalité spécifique ou des individus aux mauvaises habitudes, autonomisant ces manifestations des structures et institutions dans lesquelles elles s'insèrent. Ok, donc il est assez facile, et c'est l'une des critiques, quand on dit que les électeurs du RN sont racistes, la première critique qu'on reçoit, c'est évidemment celle qui dirait on autonomise les trucs individuels et le racisme c'est qu'une suite de comportements individuels qui est pas pas conforme, ou en tout cas pas conforme aux idées de gauche par exemple, alors que évidemment c'est pas du tout ça qu'on dit. Or, c'est tout l'enjeu de la sociologie du racisme, comme de toute sociologie d'ailleurs, que de ramener des manifestations personnelles à des réalités collectives. Oui, ça on est d'accord. Si les électeurs RN participent bel et bien par leur vote et les justifications qui l'entourent à la reconduction du racisme, ils s'inscrivent dans un espace social déjà structuré et contraint racialement, qui les dépasse et à bien des écarts s'impose à eux. Voilà, donc ça c'est le point que je faisais tout à l'heure. Ce n'est pas le RN en tant qu'organisation qui est structurée racialement la société française, celle-ci préexiste d'une certaine manière au RN, mais le RN s'inscrit en fait dans cette hiérarchie sociale-là et structure son discours politique et ses électeurs dans cette structure raciale-là. Des chercheurs comme Laurence Bobo ont insisté sur la nécessité de tenir ensemble les niveaux structurels et individuels du racisme afin d'étudier l'entretien réciproque de la structure sociale et de la personnalité. Ok, c'est ici que l'impératif de compréhension acquiert une dimension pleinement sociologique. Comme le notait Pierre Bourdieu, comprendre un point de vue, une attitude, c'est lui rendre sociologiquement raison, c'est-à-dire situer cette prise de position dans un espace de position au sein duquel elle trouve sa raison d'être et sa nécessité. Voilà, donc une autre manière de le dire très compliqué, de dire que l'idée c'est quand on veut comprendre pourquoi telle personne prend cette position-là, il y a une réalité sociale dans laquelle cette position-là est une option possible parmi un ensemble de choix possibles. Dans ce chapitre, je propose d'appréhender le vote RN et plus exactement ce que les électeurs font de leur vote, les significations symboliques et politiques qu'ils lui donnent, comme une prise de position au sein de hiérarchies sociales racialisées. Alors, attends qu'on comprenne bien cette phrase. Je propose d'appréhender le vote RN comme une prise de position au sein des hiérarchies sociales. Ok. Donc en fait, il transforme, ce que veut dire, c'est que pour lui, le vote RN, c'est clairement une expression dans l'espace qui trouve sa raison d'être et sa nécessité. C'est pas un vote au hasard, en fait. Ok. Voter à l'extrême droite, c'est souhaiter agir à son échelle sur la structure raciale, mais c'est aussi s'y placer et faire valoir une position spécifique. Ok. Comme l'a souligné Colette Guillaumin, aucun groupe nationalisé n'existe en soi. Son existence ne prend forme et consistance qu'en opposition relative à d'autres. Il n'existe de minorité que dans leur mise en rapport avec le groupe instauré comme majoritaire et inversement. Ok. Le vote RN peut dès lors être compris comme une modalité d'inclusion au sein du groupe majoritaire et de démarcation avec les groupes minorisés. Ah, c'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression du vote RN te permet d'être pote avec d'autres types qui votent RN et de faire un regroupement social des racistes qui te conforte là-dessus, quoi.
L'expression, ok, j'ai compris. L'expression électorale de péniste apparaît ainsi comme la manifestation d'une micro-politique de la race, entre guillemets, une façon parmi d'autres de se maintenir ou de se rehausser symboliquement dans la hiérarchie raciale telle qu'elle est perçue à l'échelle individuelle. Ok, donc c'est une autre façon, un autre aspect de ce que je viens de dire. Ok, eh bien on continue. Bonne et mauvaise migration. Ah oui, donc là, on va attaquer les Italiens, les Portugais ou les choses, personnes comme ça, les bons et mauvais migrants. Ok. Rappelez que les attitudes politiques des électeurs RN se caractérisent par un net refus de l'immigration ne doit pas faire oublier que certaines migrations sont bien davantage refusées que d'autres. Ok. En 2022, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, lorsqu'il est question d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur le territoire français, un sondage indiquait que 77% des électeurs de Marine Le Pen étaient d'accord pour distinguer le cas des réfugiés ukrainiens des cas des migrants non européens, ce qui, à l'époque, revenait essentiellement aussi à parler des Syriens, puisque c'était la vague de réfugiés politiques suite à une guerre qui venait d'avoir, donc à partir de 2016, par exemple. Ok. Bonsoir, Jazdia, j'espère que ça va. On continue la lecture du Fori, et là on est dans le chapitre 4 sur le vote blanc. C'est-à-dire comment est-ce que le vote permet aux personnes qui votent RN à la fois de donner leur avis et d'appliquer ce vote à une réalité raciale. Et ça permet, je pense qu'il va le développer, aussi de créer un groupe de gens qui pensent la même chose. C'est cet entre-soi raciste développé par le vote RN. Et ça aussi, c'est important, c'est jamais vraiment évoqué par tous les trucs antiracistes que j'ai vus. Voilà, c'était le résumé, donc... mais comme d'habitude, il y a le replay pour regarder avant, mais je continue là-dessus. Ok, donc ici, on explique qu'il y a des bonnes et mauvaises migrations et que les réfugiés ukrainiens sont plutôt bien acceptés par rapport aux autres migrants non européens. Hein, okay. Tous les immigrés ne se valent donc pas. Sur mon terrain, l'opposition entre les migrants parfois dits européens et les autres, maghrébins et turcs principalement, puisque c'est la migration essentielle qu'il y a dans le terrain dans lequel il est, et monnaie courante et rappelle la frontière raciale qui structure le fait migratoire en France. Donc ça aussi c'est très connu. Et il y a des bons et des mauvais immigrés, enfin tous les immigrés sont mauvais, mais il y en a qui sont moins mauvais que d'autres. Cette distinction fait d'ailleurs souvent écho à l'histoire familiale de mes interlocuteurs. Donc là on va avoir droit souvent aussi, comme je crois que c'est, je sais plus c'est combien, je crois que il y a plus de 30% des gens qui n'ont pas des parents ou grands-parents français. Hein. Donc parmi les électeurs RN, il y a plein de gens qui ont des parents immigrés ou grands-parents immigrés. Ça, c'est une certitude. Alors, cette distinction fait d'ailleurs souvent l'écho à l'histoire familiale de mes interlocuteurs. Beaucoup d'électeurs RN rencontrés sont en effet eux-mêmes issus de l'immigration et ont par conséquent des, entre guillemets, origines. Alors, polonaises, italiennes, espagnoles. Même si celles-ci remontent souvent à plusieurs générations. Pardon. Ce trait m'est régulièrement rappelé, le plus souvent à travers un récit idéalisé de l'intégration de ces immigrés au corps national français, en soulignant à la fois leur bonne volonté assimilationniste, leur désir de travailler et de vivre à la française, leur conformité culturelle, leur mode de vie au pays d'accueil. Donc là, évidemment, il y a une mobilisation du fait d'avoir été un bon immigré qui permet de justifier son propre statut d'immigré dans le corps national français. Yves, retraité, ancien ouvrier puis employé, d'origine italienne, insiste sur le fait que l'installation en France de ses grands-parents s'est très bien passée, lol, car les immigrés italiens ont fait du bon travail et ne posaient pas de problème, selon une vision assez enchantée de l'accueil qui leur a été réservé à cette époque, c'est le moins qu'on puisse dire. Spoiler alerte, évidemment, c'était pas le cas, hein, du tout même. Ok. Hélène, assistante de direction, souligne de façon similaire ses origines polonaises. La France, elle accueille, il faut arrêter. Moi, j'ai des origines polonaises. Dans ma famille aussi, il y a eu de l'immigration, attention. C'est pas la question de l'immigration, c'est le mode de vie, c'est comment on se comporte. Et certains se comportent mieux que d'autres. Ok. Chez les électeurs interrogés, cette intégration, ou celle de leurs aïeux, présentée comme réussie, dont ils tirent la fierté, permet de légitimer des positions xénophobes vis-à-vis des migrations non blanches. Donc ça, on connaît tous ce récit-là. Michel, coiffeur rencontré régulièrement devant l'enquête, on a beaucoup entendu parler de Michel dans les chapitres précédents, précise qu'il n'a rien contre les étrangers en mettant en avant ses propres origines arméniennes du côté de son père.
Ce dernier, une fois arrivé en France, a travaillé et il s'est marié à une Française, a baptisé son fils selon le rituel catholique et non orthodoxe, et plus largement s'est adapté aux coutumes françaises. Il a dit « On est en France, on fait comme les Français ». Contrairement aux autres immigrés, arabes et turcs, qui, à quelques exceptions près, ne respectent pas le pays. Ah là 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 là. Par opposition à ces derniers, Michel s'inclut parmi les étrangers qui ont fait la France. Je vous dis, je suis d'origine arménienne. J'ai plein de clients portugais, italiens, espagnols et tout. On a fait la France. Les étrangers, hein, on a fait la France. Les autres, soupir, ils ont fait quoi? Si, remplir les prisons et profiter du système. Voilà, donc on a clairement un discours raciste, j'allais dire, de base. La mise en concurrence symbolique entre bonne et mauvaise immigration passe par une sélection des minorités visées. Mes interlocuteurs peuvent ainsi m'expliquer qu'ils n'ont rien contre les Italiens, les Portugais ou encore les Chinois. Les personnes identifiées comme asiatiques étant très régulièrement constituées selon un mécanisme tout aussi raciste en minorité modèle, par opposition à d'autres minorités repoussoires. Donc là aussi, il faudra un jour faire ça dans le stream sur les minorités modèles. Il y a plein de gens à discuter là-dessus, évidemment. C'est hyper important dans le truc, dans la dynamique du racisme. Cette opération de spécification a toute son importance dans la légitimation du vote RN, en ce qu'elle permet de contourner l'accusation de racisme et le stigmate qui lui a collé. Tout en étant complètement raciste, hein. Vous notez cette contradiction-là, quoi. Alors que le racisme, selon une définition de sens commun, est considéré usuellement comme une haine aveugle et indéterminée de l'autre et de toutes les différences. Donc on ne peut pas être raciste si on aime bien les Italiens. Voilà. Sa négation va consister à spécifier les objets de l'hostilité raciale. À une xénophobie conçue comme une hostilité indifférenciée à tous les étrangers, évidemment, on oppose un ciblage des aversions par la fixation présentée comme défensive et justifiée sur des groupes spécifiques. Comme le résume un enquêté à propos du vote RN, ce n'est pas être raciste, c'est les Arabes qui nous emmerdent, c'est pas pareil. Voilà. Comment c'est bien résumé ce truc, c'est dingue. Ah là 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 là. Attendez. Je check mes messages, excusez-moi. Tout. Ok. Alors, donc c'est pas être raciste, c'est les Arabes qui nous emmerdent, c'est pas pareil. C'est fou quand même de dire ça. J'essaie de processer la violence de ce truc, excusez-moi. Ok. Alors, par ailleurs, l'hostilité manifestée à l'égard de certaines minorités ethno-raciales permet de marquer dans un même geste sa propre assimilation vertueuse à l'ordre national français. Et donc ça aussi, c'est plus facile quand tu dis que tu as des origines étrangères, de dire que toi tu es bien intégré et donc de bien montrer que les autres ne le sont pas. Le rejet racial des immigrés non blancs et de leurs descendants permet en retour de se blanchir, c'est-à-dire de s'inclure, de se maintenir au sein du groupe majoritaire d'un point de vue racial. Clairement. C'est un point souvent rappelé dans les études de ce qu'on appelle désormais la blanchité, traduction de l'anglais whiteness. La blanchité désigne, dans une perspective de sciences sociales, la position dominante occupée au sein d'un espace social racialisé donné, s'imposant par là comme une norme et étalon à partir desquels se structurent les hiérarchies raciales. Elle ne renvoie pas à une réalité phénotypique immuable, donc c'est pas parce que tu es blanc de peau, ça, mais à une construction sociale et historique dynamique, variable selon les contextes de formation et d'interprétation. Donc voilà, les gens ils sont blancs de peau, considérés comme blancs à différents moments de l'histoire. Okay. Donc ça c'est un petit clin d'œil à un certain Jean-Luc qui comprend rien. Voilà. Alors, l'immigration a longtemps constitué un objet privilégié de l'étude de ces dynamiques historiques par lesquelles le racial et le national s'intriguent dans un processus d'intégration des groupes immigrés. Alors, et bon bah voilà, la petite référence à Jean-Luc. Yo Viet Crumpf, ça va? J'ai entendu Jean-Luc Danger, lol. Oui, tout à fait. Jean-Luc Danger, on parle de lui. Et en fait, là, c'est la partie du texte où il parle de la blanchité. Voilà, Jean-Luc Danger. Ok. Allez, on continue là-dessus. Donc, je disais, elle ne renvoie pas à une réalité phénotypique immuable, mais à une construction sociale et historique dynamique. Ok. Donc ça, c'est important, variable selon les contextes de formation et d'interprétation.
D'ailleurs, Vienkroup, c'est pas pour te cibler, mais tout à l'heure, il parlait aussi de minorité modèle. Il faudrait un jour je lise un livre sur le racisme anti-asiatique. Je suis sûr que tu seras de bons conseils. Euh, L'immigration a longtemps constitué un objet privilégié, ça je l'ai dit. Ok. Dans un ouvrage de titre évocateur, How the Irish Became White, donc comment les Irlandais sont devenus blancs, l'historien Noël Ignatieff a par exemple montré comment les immigrés irlandais sont devenus, une fois arrivés sur le sol américain, de fervents soutiens à l'oppression et à la ségrégation raciale états-unienne à l'encontre des Africains américains, participant de ce fait à leur propre assimilation à la société blanche américaine. Ce processus de blanchiment par démarcation avec plus bas que soi, au sein de la hiérarchie raciale, a été analysé à propos d'autres minorités par le passé ou dans la période contemporaine, aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, dont la France. Au-delà des différences de contexte, c'est le même mécanisme selon lequel il faut pouvoir désigner moins blanc que soi pour pouvoir prétendre à être intégré au groupe blanc qui s'observe. Voilà. Sinon, il y a d'autres théories, hein, mais qui recoupent à peu près la même chose. Plutôt de parler de moins blanc et plus blanc, c'est parler d'autres blanchités périphériques. C'est des gens qui, quand même, phénotypiquement, sont quand même plutôt assimilés à des blancs, mais qui ont une position périphérique dans l'histoire. Voilà, donc ça, je réfère à plutôt les ouvrages, les travaux de Solène Brun, notamment son dernier livre qui parle en partie de ça. À un niveau davantage micro-sociologique, je constate chez les électeurs RN issus de migration blanche ce double travail symbolique de conformité avec des attentes nationales dominantes et de mise à distance vis-à-vis des minorités stigmatisées. Donc évidemment, le double aspect. Rejeter certains autres, c'est aussi dire quelque chose de soi. Plus précisément, c'est marquer racialement tel individu ou tel groupe, c'est se démarquer de lui au sein de la hiérarchie raciale telle qu'instituée dans le contexte historique et social dans lequel on se trouve. Donc là, on voit bien la dynamique qui est décrite. Le fait de cibler les non-blancs arabes et turcs, ça permet de créer une distance et d'échapper au feu du racisme, puisque tu le détournes d'une manière là-dessus. Okay. Où est-ce que j'en suis? Ok. Le rejet de groupes immigrés spécifiques fonctionne donc aussi comme légitimation et normalisation de son propre attachement au corps national. Ok. En soulignant constamment qu'ils ne se sentent plus chez eux, les électeurs interrogés rappellent d'une certaine façon qu'ils le sont et qu'il est bien normal qu'ils le soient, malgré le fait que eux et elles étaient aussi étrangers. Okay. Souligner la différence de certains, c'est de se placer du côté de la non-différence, de la norme légitime, c'est s'inclure soi-même ainsi que sa filiation migratoire plus ou moins récente, au sein du groupe majoritaire. Ok, bon je pense que cette dynamique, on voit très bien ce que ça veut dire. On peut continuer là-dessus. Le marquage de la similitude de la différence s'observe également, et peut-être d'autant mieux, chez les électeurs RN qui font eux aussi l'expérience effective et quotidienne de la minorisation raciale. Haha. Donc là, on va avoir les électeurs racisés ou du RN qui vont nous expliquer pourquoi ils votent RN. Ainsi d'Ernesto, surveillant pénitentiaire de 48 ans, il est quand même surveillant pénitentiaire, waouh, né au Brésil de parents brésiliens, naturalisé français depuis 2009, ok, donc on a Ernesto. Arrivé en France, puis en plus son prénom c'est Ernesto, sans rire. Ok, Ernesto qui est maton et qui vote RN, waouh. Arrivé en France en 2001, il rencontre son épouse, 38 ans, agente des services hospitaliers à l'hôpital public, quelques années après, avec qui il achète une maison dans un quartier pavillonnaire en périphérie d'une des communes étudiées. Durant l'entretien que je mène avec lui, il se montre particulièrement véhément et très fréquemment injurieux vis-à-vis des Arabes et des musulmans qui font ce qu'ils veulent et qui sont comme chez eux et ne se conforment pas aux manières de vivre françaises. Il se sait pourtant lui-même assimilable à ces minorités du fait, selon ses mots, de sa couleur de peau et de sa gueule de bougnoule, ok, super, et de son accent de merde. Ok. À plusieurs reprises dans l'entretien, il m'indique avoir été régulièrement confronté avec son épouse à des attitudes racistes depuis son arrivée en France. Ok. Il me cite par exemple le comportement d'une fonctionnaire chargée d'inscription de ses enfants, une fille et un garçon de 7 et 3 ans,
en centre aéré, face à laquelle il s'est senti placé dans la même case que les groupes dont il cherche à se distancier. Ouais, donc c'est très intéressant comme témoignage. On est arrivé là-bas, et moi j'ai senti là-bas qu'on était maltraité. Ah, bah dis donc, très maltraité même. Comme une merde, voilà. Mais après j'ai commencé à comprendre. Pourquoi elle nous traite comme une merde? Parce qu'elle croit que moi, je fais partie de cette merde-là. Donc je redis les warnings, hein, des citations de tous ces gens sont en général extrêmement, extrêmement racistes. Voilà, méfiez-vous. Parce qu'elle croit que moi, je fais partie de cette merde-là avec les femmes, avec les moustiquaires. Oh putain, j'avais pas lu la suite. Les moustiquaires devant les yeux. Donc merci, il fait référence aux femmes portant le voile intégral. Je pense qu'on avait tous et toutes compris. J'ai senti le racisme. Je me suis senti dans la même case que ces gens qui font n'importe quoi en France. Donc c'est une forme de racisme et je suis conscient de ce mode de fonctionnement des Français. Mais voilà, c'est une façon de se défendre. Ok. Ernesto se perçoit ainsi comme une sorte de victime collatérale d'un racisme qu'il présente comme un phénomène normal, une réaction de défense des Français. Il ajoute « Je comprends à 200% ces préjugements de Français. Pourquoi ? Parce qu'on est contaminé de partout. » Le mec, il est arrivé en 2001, hein. C'est ouf ça, hein. Putain. En s'appropriant et en mobilisant ces mêmes préjugés à l'encontre des groupes perçus comme arabes ou musulmans, il se place dès lors du côté d'un on majoritaire, celui de la France et des Français, subissant cette entre guillemets contamination qu'est l'immigration maghrébine. C'est pour la combattre qu'Ernesto souhaite ardemment l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Depuis qu'il possède le droit de voter en France, il déclare avoir toujours donné sa voix aux partis situés les plus à droite, et en particulier pour le RN aux élections nationales comme locales. En 2022, il vote pour Éric Zemmour au premier tour de l'élection présidentielle et pour Marine Le Pen au second. La victoire d'une de ces figures permettrait selon lui de renvoyer chez eux tous les Arabes qui ne s'adaptent pas à la France. Symétriquement, il a toute confiance dans le fait que la patrie ne tournera pas le dos aux étrangers émigrés qui ont su, comme lui, faire l'effort de s'intégrer. Eh ben mon vieux. Ah là 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 là. Le pire, c'est qu'il y croit. Tout au long de l'entretien, il met régulièrement en avant des preuves de sa bonne assimilation, comme sa demande de naturalisation française. Ouais, mais bon, la quasi-totalité des immigrants, ils demandent la naturalisation française. Son statut de fonctionnaire, il y en a beaucoup qui sont fonctionnaires aussi. Beaucoup des caractéristiques positives qu'il s'attribue. Travailler pour l'État français, exercer un métier exigeant. Ah oui, c'est vrai, il est maton, lui, putain, en plus. Payer ses impôts, bien éduquer ses enfants, faire les efforts nécessaires pour respecter les coutumes françaises. Voilà, pour miroir les tares qu'il projette sur les minorités arabes et musulmanes. Si d'autres variables entrent en jeu dans le choix électoral d'Ernesto, en premier lieu sa profession, oui, merci de le préciser, dans un secteur usuellement porté vers la droite ou l'extrême droite, il est intéressant de noter quels usages symboliques il fait des références électorales et de l'identité politique que celles-ci lui permettent d'endosser. Et oui, exposé au racisme, il a cependant pour lui de ne pas être issu de migration maghrébine ou turque, ni d'être musulman, soit les groupes racialisés souvent confondus les plus stigmatisés dans le territoire étudié. Situé dans une position liminale au sein des hiérarchies raciales souvent localement signifiantes, cet électeur va être incité à alourdir encore davantage la surcharge d'altérité pesant sur ces minorités. Donc là, en fait, on voit bien le mécanisme. Dans un milieu où tu risques d'être confondu avec les gens que tu n'aimes pas et que tu penses qu'ils sont un problème, c'est-à-dire les minorités non blanches, turques, maghrébines, tu vas tout faire en fait pour augmenter la distance vis-à-vis de ces populations. Espérant ainsi peut-être alléger quelque peu la sienne, donc c'est la charge d'altérité. Hein. Il peut essayer de se blanchir en faisant ça. Stigmatiser plus stigmatisable que soi, le prouver par un vote d'extrême droite, c'est acter sa qualité de bon français. Donc ça aussi c'est important, c'est le fait que il y a il va sûrement en parler après, mais il y a un titre, un badge associé au vote RN, et que ce badge-là permet de t'identifier aussi au groupe dominant. Qu'il devient plus difficile d'assimiler aux inassimilables. L'altérisation raciste d'autres groupes ou d'autres individus permet de mettre à distance le risque, déjà éprouvé, d'en être soi-même victime. Voilà, en tout cas de le croire. Les enquêtes électorales montrent que les membres de minorités ethno-raciales ne votent pas ou très peu pour le RN, et ce encore moins lorsqu'il s'agit d'électeurs victimes de discrimination et s'estimant exposés aux préjugés, qui privilégient dans leur grande majorité les partis de gauche.
Donc ça c'est un exemple, hein. Je crois que j'avais vu passer 75% des musulmans votent la LFI. Hein. Donc, alors que les musulmans, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas de gauche parmi les musulmans. C'est quand même plein d'aspects conservateurs, mais bon, n'empêche que ils vont pas voter à droite compte tenu de la situation. Donc l'immense majorité des racisés votent pas à l'extrême droite, oui. Notons cependant par contre que l'existence d'électeurs RN non blancs, même peu nombreux, ne remet pas en cause les mécanismes analysés jusqu'à présent. Ouais, sinon ce serait trop facile. Il suffit, moi ça aussi, hein, on nous l'a sorti dans l'extrême gauche. Hein. Il y a des Noirs et des Arabes qui votent pour le RN, donc c'est pas le racisme, le mécanisme. Ok. Alors, donc ça ne remet pas en cause le mécanisme analysé jusqu'à présent. Appréhender le vote RN comme une pratique s'inscrivant dans une dynamique de positionnement majoritaire n'est en rien contradictoire avec le fait que des membres de minorités rejoignent à certaines occasions une telle orientation électorale. Celle-ci peut en effet apparaître comme un moyen efficace de sortir de sa propre minorisation, comme un outil symbolique de démarcation d'autres groupes minorisés avec lesquels on ne souhaite pas être confondu, ou de certaines minorités du pire, comme dirait Norbert Elias, au sein du groupe racial auquel on est soi-même assigné. Donc là, le marqueur du vote extrême droite pour se blanchir est relativement important à comprendre. Ok, voter pour l'extrême droite, lorsqu'on est soi-même assigné racialement, c'est en être en quelque sorte plus royaliste que le roi, plus nationaliste que les nationaux. C'est apporter la preuve quasi ultime de sa différence avec les minorités situées au plus bas de la hiérarchie instituée par la racialisation nationale. Dès lors, le vote RN des personnes non blanches apparaît comme une exception numérique, mais non comme une absurdité sociologique. Ah, c'est pas mal dit ça. Ok. Plutôt la pointe la plus avancée de la logique raciale du blanchiment. Ok. Ça paraît à peu près clair de ce point de vue-là. Le racial et le populaire. Sans aller jusqu'à ces formes de minorisation raciale, mon enquête m'a permis d'identifier chez d'autres électeurs RN des parcours biographiques marqués par certaines expériences de rejet et d'altérisation qui, pour être plus ponctuelles et plus relatives, n'en sont pas moins signifiantes. Tiens. C'est notamment le cas pour les personnes issues de milieux populaires ouvriers ayant connu des migrations internes sur le territoire français métropolitain. Ah ok, à la suite de la fermeture d'usines locales qui les ont forcés pour conserver leur emploi à des mobilités géographiques interrégionales. D'accord. Alors, on voit ce cas-là. Nicole, aujourd'hui retraitée, a été ainsi contrainte de venir s'installer dans le sud de la France il y a plusieurs décennies après la délocalisation de l'usine où elle travaillait son mari. Elle fait partie d'une association sportive locale que j'ai suivie sur le long cours durant ma recherche en participant à certaines activités collectives et rencontrant beaucoup de ses membres. Ok. Titulaire du BEPC, Nicole a occupé quelques emplois courts avant de s'arrêter de travailler pour se consacrer à ses enfants, puis de reprendre un travail comme employée pour une entreprise privée, un service de distribution presse, une quinzaine d'années avant sa retraite. Son mari, quant à lui, est rentré en retraite anticipée à la suite d'un accident du travail. Ouais, donc on est là sur des prolos textbook. Interrogée sur son arrivée en Sud-PACA dans les années 80, elle m'évoque les réactions de rejet qu'elle a subies de la part des gens d'ici, à cause notamment de ses propres origines régionales. Elle m'explique avoir eu l'impression d'être considérée comme une étrangère lors de son installation dans la commune, cette accusation touchant également d'autres membres de sa famille, en particulier son fils. Mon fils, il s'appelle Loïc. Donc on voit d'où vient Nicole. Et à l'époque, on lui disait que c'était un prénom de breton. Et on l'appelait l'étranger. Ces accusations sont vécues d'autant plus injustement que Nicole se sent française. On est français, qu'on vienne du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Si on est en France, on n'est pas étranger, c'est tout. Lol. Surtout, ajoute-t-elle qu'ici, il y en a des étrangers. Ah, voilà. Bien. En fait, ils n'étaient pas loin derrière, les vrais étrangers. Voilà. Et ce sont là des vrais étrangers. La xénophobie régionale, entre guillemets, subit, n'immunisons pas contre l'hostilité raciale. Oui, c'est plutôt l'inverse, non? Et peut-être, au contraire, oui, voilà, nourrir la nécessité d'établir une nette séparation entre Français et vrais étrangers. Tout à fait. Cette affirmation excluante de son appartenance au corps national français s'observe de façon particulièrement nette dans les nombreux messages postés sur sa page Facebook.
Ceux-ci mettent régulièrement en valeur, le plus souvent à partir de partage de contenu de pages préexistantes, des images valorisant son attachement à la France et à ses emblèmes, comme les drapeaux tricolores signés fiers d'être français, qu'elle invite à partager. Mais aussi des textes virulents ou des dessins à visée humoristique prenant pour cible arabes et musulmans. Nice. Ces messages sont souvent accompagnés de soutien et d'appels explicites au vote pour Marine Le Pen, à part le partage de slogans comme Marine présidente ou Vite Marine. Donc, des contenus numériques permettent l'expression d'une véritable fierté nationaliste, étendard distinctif, et là encore, preuve symbolique d'une appartenance à l'ordre national. Ok. Sympa la page Facebook. On retrouve des dynamiques analogues chez un autre couple de retraités, Robert et Marie, qui font partie de la même association sportive que Nicole et son époux. Les deux couples ont connu une trajectoire professionnelle et résidentielle similaire. À cause de la délocalisation de l'usine où il travaillait comme ouvrier grutier, Robert est contraint de quitter le centre de la France où il résidait. Afin de pouvoir rester employé de la même entreprise et de conserver son niveau de qualification, il déménage pour s'installer en Sud-PACA, accompagné de son épouse Marie, employée dans la couture et qui restera plusieurs années sans emploi après l'emménagement. Ok, avec qui il achètera une maison individuelle en bordure de ville. Comme Nicole, Robert et Marie font état de tension à leur arrivée. Ok, donc on a quand même des prolos qui achètent des maisons. Hein. On est là-dessus. Alors, que dit Marie ? Attention, trigger warning. Hein. Quand on est arrivé ici, on en a bavé, hein, parce que c'était pas du tout la même mentalité qu'ici. Les gens, ils étaient un peu hostiles envers nous. Donc Robert, on nous a dit qu'on venait manger leur pain. Oh là là. Marie, on sentait une certaine réticence. Robert, un étranger. On était des étrangers qui venaient pour prendre le boulot des autres. Alors que les trois quarts à l'époque, là-dedans, c'était tous des Espagnols, des Italiens, des familles. Les trois quarts, c'était pas des Français en plus, pas des vrais Français. Waouh. C'est fou, hein, cette concurrence-là, comment elle est forte. Les mobilités résidentielles induites par la restructuration permanente de la condition ouvrière, donc ça c'est une citation, j'imagine, d'une étude, peuvent donc entraîner des formes locales de xénophobie à l'encontre de ses membres des classes populaires non établies, au sens où l'entendaient Norbert Elias et John Scottson, c'est-à-dire ne disposant pas d'un capital d'ancienneté locale qui leur permettrait d'asseoir leur respectabilité. Ok. Dans ce contexte, l'accusation d'extranéité peut fonctionner comme une véritable dégradation symbolique, car être considéré comme étranger dans un espace où on n'entretient pas d'attache locale, c'est risquer d'être considéré comme autant étranger que les autres, entre guillemets, les vrais. Et donc irrespectable socialement. Robert et Marie le savent d'autant mieux qu'ils participent pleinement dans leur discours à la stigmatisation des groupes minoritaires présents dans l'espace local. Et oui, c'est d'autant plus énervant. Le long entretien mené avec eux témoigne de ce marquage permanent d'une différence avec les groupes racialisés dont la présence locale est jugée insupportable. Robert, notamment, qui prend et garde bien davantage la parole que son épouse durant notre conversation, outre des propos très durs envers l'islam et les musulmans, insiste régulièrement sur la fainéantise, la saleté et les mauvaises conduites des, entre guillemets, arabes, mais aussi parfois des gitans. Les dégradations de l'environnement résidentiel, supposément dues à ces mêmes groupes, sont constamment soulignées et qu'il s'agit des parties communes des HLM, donc dans lesquelles ils ne vivent pas, puisqu'ils sont dans une maison, où a vécu son fils. Ah pardon, toutes mes excuses, on parlait de son fils. C'est dégueulasse, dégueulasse. Hein. Ah ben les Français, ils y restent pas. Hein. Même quand je rentre dedans, ça pue. Ils sentent mauvais ces gens-là. Merci Robert. Au camp de gitans, situé à proximité de sa maison, où ces derniers installent toutes leurs caravanes et viennent caguer donc jusque chez toi. Alors, même s'il reste attaché à ce territoire dans lequel il a depuis son installation développé d'importantes sociabilités, Robert m'indique qu'il souhaiterait s'il pouvait déménager et s'éloigner un peu pour aller vivre dans un petit village. Mais entreprendre une seconde mobilité résidentielle serait courir le risque d'une nouvelle exposition à la fragilité sociale et réputationnelle. Putain, c'est fou, hein, les gens qui ont peur de ça. Ok, de façon significative, sa crainte de perdre son statut de propriétaire est reliée par association d'idées au mode d'habitation, HLM ou caravane, attaché aux catégories racisées qui stigmatisent par ailleurs. Donc, Félicien pose la question, vous envisagez de partir d'ici ? Robert, ah oui, hein, mais pour ça, il faut que moi, je voudrais trouver un logement ailleurs avant de vendre ici. Mais trouver avant de vendre, ça va pas, il faut vendre pour trouver quelque chose après. Mais si je trouve pas, je vais me trouver dans un HLM ? Ou alors une caravane ? Où je vends la maison et j'achète un camping-car et je fais le gitan.
Waouh. La peur du déclassement social s'exprime aussi sous forme de déchéance raciale. Salut Super Fabli, ça va? Voilà. La peur du déclassement social s'exprime ici sous la forme de la déchéance raciale. Nice. Comme si tomber dans la précarité faisait aussi prendre le risque d'être amalgamé avec les groupes minoritaires stigmatisés. Ouais, ça, on a tous et tout entendu. À partir du moment où tu perds ton emploi, tu deviens... Ah oui, t'es en vacances, parfait, profite. C'est vrai que c'est les vacances. Bloup, bloup, bloup. Les formes de respectabilité populaire apparaissent ici comme profondément racialisées, tu m'étonnes, où normes racistes et morales de classe s'entremêlent. Ouais, c'est quand même super fort ça aussi, hein, à retenir. Ok, donc on continue. Dans ce cadre, Robert et Marine ne font pas secret du fait qu'ils votent pour le RN. Tu m'étonnes, depuis qu'il y a Marine, reliant explicitement ce choix électoral à leur aversion raciale. Ah bon? Pourquoi? Ah oui, après, on va voir. À propos de la candidate, Marie m'assure la trouver très bien et Robert affirme que tout ce qu'elle a dit par rapport à l'immigration crie de vérité. On est en plein dedans et là, si on ne bouge pas, ça va continuer et ça va être bien pire. Le choix du RN est pleinement assumé par les deux enquêtés, en entretien mais aussi auprès de leurs proches et de leur entourage, y compris au sein de l'association locale dont ils font partie, où leurs opinions politiques sont très largement connues. Ouais, donc ça, la sociabilité du vote RN, c'est un truc, je pense, qui va être abordé après, et c'est aussi quelque chose qui est important dans le combat contre le fascisme. Dans le contexte social et local où ce couple est inséré, s'identifier publiquement au parti le péniste participe à certifier une certaine honorabilité sociale comme raciale. Déclarer son rejet de plus étrangers que soi, donc on rappelle Marie et Robert, ils viennent du centre de la France, donc ils sont étrangers au sud PACA. Ok. Le prouver par un vote RN, c'est ainsi acter sa qualité de bon français, affirmer une respectabilité menacée et consolider son appartenance au groupe majoritaire. C'est dès lors jouir de ce salaire du blanc, pour reprendre la célèbre formule de Du Bois, salaire public et psychologique. Donc ça c'est super important, il faudrait que je lise ça plus en détail d'ailleurs. Un jour, on ira du Bois aussi sur cette chaîne, qui distingue les classes populaires blanches des non blanches. Salaire dont le vote d'extrême droite est en quelque sorte le contrat de travail symbolique. Donc ça c'est très bien dit. Je vais d'ailleurs le noter. Souvent présenté ou vécu comme un vote protestataire ou anti-système. Voilà, donc là, on rejoint le débat qu'il y a dans l'extrême gauche. Hein. Le choix électoral du RN apparaît en réalité, au fil des cas analysés ici, comme un vote avant tout d'intégration, de mise en conformité avec le groupe national majoritaire. Voter RN, c'est faire preuve d'un rejet d'un E dont le symétrique est l'intégration à des nous vecteurs de respectabilité. Donc là, il manque la temporalité. Peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Il faudrait utiliser, revenir avant que ce soit... Là, on parle quand même, on a un RN à 30% au moment où cette enquête elle est faite. Peut-être que quand le RN était à 5 et 10%, on n'avait pas cette dynamique-là. Go dodo, bonne nuit. Ciao. À bientôt. Sinon, tu peux laisser la chaîne. Hein, j'ai une voix très soporifique. Ça permettra de t'endormir. Ok. Les connotations nationalistes et racistes qui sont accolées à cette préférence électorale, si elles servent souvent à sa stigmatisation et à sa condamnation morale, peuvent être aussi utilisées en quelque sorte à profit par les électeurs comme opération symbolique de blanchiment, de rehaussement de soi dans les hiérarchies sociales et raciales. Ouais, donc là la phrase elle est compliquée, mais grosso modo, il y a encore un peu la honte à voter RN, donc ça sert à une stigmatisation et une condamnation morale, mais ça peut servir localement, et pas nationalement, à une légitimation raciale. Ok. Pour les individus dont l'inclusion au groupe majoritaire a été parfois remis en cause, donc c'est d'autant plus vrai si jamais on est ex-immigré notamment, enfin immigré mais intégrable on va dire ça, le vote RN fait partie de ces synthèses sociopolitiques dont on peut user pour dissiper toute mise en doute et pour ainsi dire montrer patte blanche. Là aussi, très très bonne expression. Je ne sais pas si elle est de lui, mais en tout cas elle est très très bonne. Ok, donc ça c'est pas mal avancé sur cette question-là.
On peut continuer encore un peu. Ouais, allez, go. Les processus de racialisation sont dynamiques et la race n'est pas un fait immuable. Par conséquent, une position au sein du rapport de pouvoir entre majoritaire et minoritaire n'est pas donnée une fois pour toutes. Ouais. Donc il faut qu'il précise un peu. Elle se conserve ou se conquiert, se maintient ou se voit fragilisée. Interroger les électeurs RN sur leurs préférences électorales, recueillir leurs justifications, c'est donner à voir comment ils participent à leur niveau à faire la race, à fortifier au quotidien les frontières raciales. Donc on redit ce que disait Faury tout à l'heure, que c'est le racisme, il n'existe pas à cause du RN, et la hiérarchie raciale, elle est préexistante au RN, mais d'une certaine manière, l'existence et le renforcement de cette organisation participent effectivement à renforcer cette structuration raciale et à fortifier donc les frontières raciales. Dans cette perspective, y compris chez des individus dominés du point de vue du système de classe, le vote RN doit aussi se concevoir comme un vote produit depuis une position dominante sur le plan racial. Ça, j'aimerais bien un jour que les gauchistes comprennent ça. Dans l'objectif de sa conservation, de sa fortification au sein de l'espace social racialisé. Ouais. Du coup, on peut quand même commencer à réfléchir ce que ça veut dire ça, en termes de domination. Souvent, il y a cette discussion sur exploitation et oppression. Et que cette division-là, elle est intéressante. Ici, on a des individus qui sont exploités, des travailleurs, etc. etc. Mais tout système d'exploitation, il est aussi maintenu par un système de domination. Et donc, même dans ce système de domination, y compris à l'intérieur du groupe des exploités, le groupe des travailleurs, tu as une hiérarchisation sous forme de domination. Ça peut être à l'intérieur, y compris des salariés, quand on est manager, pas forcément haut, on a un mécanisme de domination, même si on ne contrôle pas les moyens de production, on peut être dominant sur un groupe de travailleurs. On peut être aussi, donc un autre cas, c'est on peut être aussi petit bourgeois, c'est-à-dire posséder une partie de ses moyens de production. Ok, donc on a ces deux choses qui peuvent coexister, et un troisième, si on exclut ceux qui possèdent moyens de production, on regarde que ceux qui n'ont aucun moyen de production et qui sont salariés, qui font que vendre leur force de travail, et il y a aussi ce mécanisme racial qui intervient. Et comme dans le premier cas, le fait d'être hiérarchiquement intermédiaire au sein d'un système de domination au sein de l'appareil de production, on peut aussi avoir ce système-là qui existe de domination au sein de la hiérarchie raciale. Et donc on a deux consciences. Alors attends, comme le dit mon camarade Maurice, ce n'est pas de votre faute, vous les blancs, le racisme et le colonialisme est constitutif de votre civilisation. On ne peut même pas vous en vouloir, oui. Tu la donnes souvent, cette citation du camarade Maurice. On ne peut même pas vous en vouloir. Et ça, c'est clair qu'on vit dedans, on baigne dedans. Après, je pense qu'on peut aussi ne pas être raciste, comme les électeurs du RN. Il y a, comment dire, l'excuse de la constitutivité du colonialisme français fait en sorte que, et j'y venais d'ailleurs dans mon explication de tout à l'heure, qu'on crée une conscience qui est qui est intermédiaire, une conscience qui est contradictoire. Quand on est blanc, on est au-dessus de la hiérarchie, et on a cette conscience de hiérarchie là-dessus. Elle peut être plus ou moins inconsciente, mais tout le monde sait se positionner dans la hiérarchie raciale. Instinctivement, on l'apprend très tôt, ce truc-là. Et du coup, un travailleur, en fait, il n'a pas juste une conscience de positionnement de classe, mais il a aussi une conscience de race. Et il y a les deux qui coexistent. Et j'aime bien l'exemple colonial, parce que c'est un exemple où tout le monde voit bien ce que ça veut dire. Quand tu prends un colon, à l'époque des colons français, par exemple en Algérie ou dans d'autres colonies, on sent bien que la conscience de classe du colon, elle est à la fois celle vis-à-vis de son propre employeur, de conscience de classe d'ouvrier, mais elle a aussi une séparation vis-à-vis des colonisés. Et que sa propre existence, elle peut soit tu choisis le camp des colonisés, soit tu choisis le camp de ton patron. Et ça, cette contradiction-là, elle est très forte. Et d'ailleurs, la plupart des gauchistes, ils l'ont résolu. On cherche même pas, en fait. On appelle évidemment à la solidarité de classe, mais les revendications, elles se basent sur les revendications des colonisés et pas des gens qui sont les colons. On ne part pas des revendications du prolétariat israélien, mais on part des revendications du prolétariat palestinien.
Bon, ben, si on se dit qu'il y a un espèce de continuum colonial entre l'ancienne version coloniale avec une fort apartheid, une forte colonialité, mais qu'on dit qu'en fait, d'une certaine manière, le racisme, c'est qu'une forme d'extension coloniale, on a la même stratégie, même si matériellement, c'est pas aussi fort l'existence du travailleur blanc au sein de la classe prolétaire, on sent quand même que la personne à qui on va s'adresser, ça n'est pas celle qui est en situation de domination et de colon, mais préférentiellement celle qui s'adresse aux racisés. Donc ce que tu disais tout à l'heure, en énergie organisée sans organiser les racistes eux-mêmes, il y a une explication tactique à ce choix-là, du fait qu'on peut trouver comme parallèle avec la colonie. Ça paraît évident à tout le monde qu'on ne va pas s'adresser d'abord aux colons, même s'ils sont très prolétarisés, pour mener une action de lutte de libération nationale, une action égalitaire, une action de lutte de classe. Hein. On va s'appuyer sur les populations qui sont dominées. Eh bien, on a la même stratégie, on doit développer la même stratégie pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un frein matériel qui peut s'appliquer, il y a une propension beaucoup plus forte à vouloir utiliser le côté racial du système pour maintenir certains avantages qui sont effectivement plus faibles que si on se battait tous pour le socialisme. Mais le socialisme, c'est quelque chose qui a l'air très très loin, et l'avantage matériel de Blanc, lui, il est très très présent, très très près, et il est vécu tous les jours, des fois beaucoup plus que celui du patron. Voilà, donc j'aimerais bien un jour que l'extrême gauche comprenne ça, de ce point de vue-là. Alors, quelle heure il est ? On continue un petit peu, ok. Il n'en reste pas moins que cette domination apparaît comme partiellement démunie, s'exerçant depuis une position fragile, non assurée. Donc là, c'est on rentre dans l'empathie pour le travailleur blanc là-dessus. Comme j'expliquais, même si c'est une mentalité de colon, ça reste un travailleur avec cette gestion de classe à gérer aussi. Ok, les électeurs rencontrés sont en effet aussi en partage le sentiment que leur propre appartenance au groupe national racialisé est incertaine, voire mise en péril. Okay, donc là, on est sur pas des gens qui sont stables, mais pas complètement stabilisés. Okay, les cas étudiés dans ce chapitre illustrent le trait le plus général observé durant toute l'enquête, la volonté de rester majoritaire au sein de rapports de pouvoir dont on pressent le vacillement. D'un entretien à l'autre, c'est ce même désir inquiet, presque paniqué, d'échapper à l'éventualité d'être soi-même minorisé qui revient sans cesse. D'où ce sentiment de dépossession qui s'exprime d'autant plus que les groupes minoritaires sont considérés comme trop nombreux et surtout insuffisamment conformes à l'état de dépendance matérielle et symbolique supposée caractéristique de la minorité. Okay, donc si la minorité s'affirme, celle-ci, elle ne vient plus vraiment minorité, et du coup, le camp majoritaire devient moins majoritaire. Il y a cette perte de majorité qui joue. Si la figure du bon immigré, discret, qui travaille, très gentil, très bien respectueux, voire adorable, avec qui il n'y a aucun problème, qu'on ne voit pas trop, qu'on n'entend pas, est si importante dans les récits récoltés, c'est parce qu'elle renvoie à cet état idéal de la relation entre majoritaire et minoritaire, dans lequel le subalterne se doit d'être travailleur, invisible, poli, comme l'avait analysé Sayad. Lorsque cette relation semble fonctionner de manière moins efficace, les groupes et individus minoritaires sont en revanche perçus comme menaçants, provoquants, indociles. Donc à partir du moment où des minorités raciales sont visibles, elles deviennent de fait indocibles. On est très content quand les Noirs et les Arabes, les Asiatiques se lèvent très tôt le matin pour prendre le RER, pour aller nettoyer les bureaux, mais on ne veut pas les voir avec soi dans le RER à 8h là-dessus. Ok ? Parce que ça devient une invasion à ce moment-là. C'est alors que la condescendance, le paternalisme, le mépris aussi laissent place à d'autres affects. Donc juste avant, on était bien dans les trucs coloniaux, évidemment. Condescendance, paternalisme et mépris, ce sont clairement des traits coloniaux. Laisse aussi place à d'autres affects, l'agacement quotidien, la peur, puis souvent la colère et la détestation, qui sont aussi, je tiens à le signaler, des traits coloniaux à différentes périodes de l'histoire coloniale. L'hostilité est un mouvement second. Il se passe quelque chose avant, écrivait Colette Guillaumin à propos de la mécanique raciste. Ouais, tout à fait. Cet avant, c'est l'ordre racial instauré comme allant de soi, dont la remise en cause entraîne ce raidissement typique des situations où un pouvoir dont on pensait bénéficier naturellement
un privilège non conçu comme tel semble partiellement remis en cause. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Je note. Donc ce que dit Faury, c'est qu'une partie aussi du vote RN, il est causé par l'insécurité raciale, pas que l'insécurité matérielle. Et, parce qu'il y a existence visible aussi des personnes racisées. L'impression de dépossession et l'hostilité qui en résulte émergent sur fond d'un état inégalitaire préalable, comme su comme légitime et normal, dont toute contestation même minimale paraît symétriquement comme scandaleuse, illégitime, voire injuste. À nouveau, le racisme est d'autant mieux compris s'il n'est pas ramené à des pulsions ou à des traits de caractère individuel, mais à la structuration collective d'inégalités ethno-raciales et au système de justification venant la légitimer. Donc là aussi, on est bien d'accord sur cette question du racisme, que, comme on disait tout à l'heure, si on reprend encore l'image du truc colonial, tant que le colonisé travaille dans son coin, à ses propres quartiers, et que le colon peut vivre comme il veut sa vie sans jamais rencontrer, ni même interagir, sauf s'il le désire, avec ces populations-là, tout va bien. C'est au moment où il y a cette existence qui est menacée pour plein de raisons X ou Y, soit parce que le groupe augmente, soit parce qu'il s'émancipe, soit parce que les conditions économiques font que tu te rapproches du groupe subalterne et donc tu le vois plus. C'est à ce moment-là que cette mécanique-là change. On passait du paternalisme, on passe maintenant à la détestation. Dès lors, si les électeurs d'extrême droite semblent à ce point attachés à cet ordre racial, c'est que, sans en être les victimes, ils n'en sont paradoxalement pas non plus les principaux bénéficiaires. On l'a vu tout au long des chapitres précédents, qu'il s'agisse par exemple des stratégies de placement scolaire ou de recherche d'un entre-soi blanc résidentiel, ils se retrouvent le plus souvent en situation d'impuissance dans la mise en œuvre de leurs prétentions raciales. Donc ils ne sont pas assez riches en fait pour échapper aux Arabes. Donc ce que je disais tout à l'heure, ils se rapprochent des populations subalternes et c'est ça qui les met en stress. Du fait de leur position et ressources sociales, leur participation au processus de racialisation n'est en quelque sorte pas suffisante pour en tirer tous les profits escomptés. Donc là, malheureusement, ils ne sont pas assez riches, mais ça ne suffit pas d'être raciste pour pouvoir s'en sortir là-dessus. Leur hostilité raciale est alors d'autant plus explicite en discours qu'elle est souvent démunie en actes. Bon, ça, on verra, c'est un peu le concept du parti nazi, qu'on n'est pas nécessairement démuni en actes collectivement. Si le racisme apparaît si régulièrement dans les paroles de ses électeurs, c'est aussi parce que ces derniers peuvent moins compter que d'autres sur les mécanismes silencieux et implicites par lesquels la racialisation bénéficie usuellement aux membres du groupe majoritaire. Donc là, il faut qu'il explique ce qu'il veut dire là-dessus. Le vote RN peut à ce titre être lu comme un mode de politisation de la condition majoritaire. Ok, donc c'est un mode de politisation du fait d'être blanc. Parce que celle-ci paraît moins naturelle, moins assurée, elle devient à défendre. Ok, donc parce que celle-ci elle est mise en place par le avec des moyens politiques à disposition. Les électeurs rencontrés situés à la proximité sociale, géographique, symbolique parfois des groupes constitués comme inassimilables vont dès lors prêter une attention toute particulière aux discours qui promettent de durcir encore davantage les frontières raciales structurant la société française, en leur offrant ainsi l'espoir de préserver leur position du bon côté des processus de minorisation et de ségrégation. Ok, donc là c'est déjà plus clair ce qu'il veut dire. En fait que les mécanismes du capitalisme font en sorte que, comme je disais tout à l'heure, le colonisé se rapproche du colon et qu'on veut rester avec la barrière colon-colonisé du bon côté. Positionné au seuil du groupe majoritaire, donc au seuil c'est vraiment à la porte, enfin à la barrière en l'occurrence ici, en première ligne en quelque sorte, ces électeurs ordinaires sont d'autant plus incités à en défendre l'accès. Placés aux frontières de l'ordre social, ils en deviennent les gardes-côtes. Ok, ouais, c'est très bien dit ça. Il y a des punchlines dans ce bouquin de ouf. Ok, et donc là, on attaquerait le chapitre 5. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. On fera mardi prochain le chapitre 5. Et il faudrait encore visiblement 1 ou 2 séances pour finir le livre. Donc du coup, merci d'être venu, d'avoir interagi. On va continuer tous les mardis autant que possible cette série sur le racisme et les mécanismes racistes. Je pense qu'il y en a vraiment besoin.
Théoriquement, jeudi prochain, donc après-demain, je continue le prophète et le prolétariat, donc sur l'analyse des mouvements islamistes proposé par Chris Arman donc, dans les années 90. Donc le jeudi, c'est plutôt la tradition trotskiste. Hein. Donc pareil, n'hésitez pas à passer si vous voulez. Je rappelle que cette vidéo, elle va être mise quasiment tout de suite en replay sur YouTube. Donc si vous voulez regarder, n'hésitez pas là-dessus. Et donc, à bientôt. Ciao, à plus.